BFM Business, BFM Patrimoine, les réponses aux questions. Toutes vos questions trouvent leurs réponses chaque jour sur l'antenne de BFM Business. N'hésitez pas à nous écrire, bfmpatrimoine@bfmbusiness.fr. Et aujourd'hui, c'est Enzo Allo qui est avec nous. Bonjour Enzo. Bonjour Cédric. Pour Crypto Patrimoine. Et on a essayé d'explorer ce monde des cryptos en regroupant quelques-unes de vos questions parvenues ces derniers jours sur ces thématiques-là. Question de Sébastien. Le Bitcoin a franchi la barre des 30 000 €. Est-ce le bon moment pour en acheter ? Alors, fameuse question qui revient effectivement régulièrement. Ah oui. On est aujourd'hui sur un an glissant au plus haut depuis un an. Donc ça reste aujourd'hui, si on compare un petit peu les performances passées, pas le meilleur timing qu'on a eu pendant l'année. On l'a quand même eu pendant quelques mois autour de 15 000 $. Donc ça aurait été le bon moment pour effectivement commencer à vraiment renforcer les portefeuilles. Aujourd'hui, tout va dépendre, en fin de compte, la réponse à cette question, elle est vraiment personnelle. C'est-à-dire, c'est l'horizon d'investissement. J'ai un horizon d'investissement court. Probablement que ce n'est pas un bon timing. Peut-être que même, je pourrais éventuellement shorter si je connais bien les risques et je sais dans quoi je mets les pieds. En revanche, si j'ai une position plutôt longue d'investisseur, non pas de trader, aujourd'hui, commencer à construire un portefeuille avec un Bitcoin à 30 000, c'est pas une mauvaise idée. Commencer à investir, par exemple, un quart ou un tiers de ce qu'on aurait voulu mettre, ça peut rester à peu près dans les clous. Si on regarde sur 10 ans, il y a quand même une stat qui est sortie récemment. Sur 10 ans, en annualisé, la performance de Bitcoin, c'est environ 100% par an. Donc les performances passées, bien sûr, ne présagent pas. Les performances passées, mais futures, pardon. Mais si on compare avec le Nasdaq sur 10 ans, sur la même méthode de calcul, on est à environ entre 16 et 17% par an. Donc c'est vrai que la performance, c'est ce qui emmène le plus souvent les investisseurs à vouloir s'exposer à Bitcoin. Aujourd'hui, on a encore au niveau macroéconomique global, sur les monnaies, sur les États, etc., encore quelques points noirs à passer selon la fin de l'année. Donc aujourd'hui, ça peut être un bon timing pour commencer à construire et continuer de renforcer continuellement. Ça ne devrait pas poser de problème. Voilà donc quelques idées sur le timing d'investissement sur le Bitcoin. Question de Caroline. Face à la montée des cryptos, y a-t-il des stratégies d'investissement spécifiques à adopter ? Oui, effectivement. Et c'est très propre à chaque investisseur. C'est-à-dire que connais-toi toi-même, c'est très important dans le cadre du patrimoine, puisqu'on doit connaître son profil de risque, le montant qu'on est prêt à perdre, surtout, parce que quand on investit dans les cryptoactifs, il faut absolument être conscient que ça peut vraiment... On peut gagner, mais qu'on peut perdre. Exactement. Donc, c'est vraiment une classe d'actifs à prendre. Et de façon parfois plus rapide. Et oui, c'est surtout ça. On a une volatilité qui est extrêmement forte sur ce genre d'actifs. Donc, il faut bien connaître les tenants et les aboutissants et allouer une partie de son patrimoine qu'on est en capacité de perdre. Donc, généralement, nous jouons au travail, en tout cas avec nos clients, on dépasse généralement pas 5%. On peut monter jusqu'à 10% si on a un profil particulier, si on n'a pas d'enfants, qu'on n'est pas marié, etc. En tout cas, il faut faire les choses de manière assez prudente sur des actifs qui sont assez risqués. On arrivera quand même à capter la perf. Donc, à court terme, continuer de renforcer petit à petit, puisqu'aujourd'hui, comme on le disait juste avant, c'est un petit peu cher. Si on a des stratégies plutôt long terme, effectivement, là, rentrer un petit peu plus fort, peu importe le prix. Bitcoin, oui, ça a des performances, comme on le disait, encore très intéressantes. Donc, il y a cette manière-là. Soit je construis mon portefeuille en achetant tous les mois, par exemple, toutes les semaines aussi. Il y a des solutions en France qui permettent de faire ça assez facilement par coût de 10, 50 €, commencer à construire pour les plus petits portefeuilles, soit rentrer là un tiers aujourd'hui paraît tout à fait intéressant. Finalement, agir sur les cryptos comme on agirait sur des actions en faisant de l'investissement presque programmé. Oui, clairement. C'est une partie, de toute manière, qu'il faut considérer dans son patrimoine comme la partie qui pourrait être la plus risquée, la petite poche qui pourrait apporter un peu plus de performance d'ici 1-2 ans. Donc oui, c'est intéressant de construire quand même une petite poche comme celle-ci aujourd'hui. Question de Colin. Quels sont aujourd'hui les actifs numériques à suivre ? Parce que là, on parle beaucoup de Bitcoin, mais il n'y a pas que ça. Effectivement. Alors, moi, j'aime bien voir ça de cette manière-là. C'est-à-dire qu'on a Bitcoin qui a un fondamental particulier, qui répond à une problématique particulière également, et on a tout le reste. Donc, d'accord. Voilà. Donc, je compte vraiment Bitcoin comme un actif à part entière qui répond à une problématique, et les autres actifs numériques que je considère comme étant de l'expérimentation aujourd'hui. Et c'est pour ça qu'on dit vraiment que ça peut partir à zéro. C'est qu'on voit même des grosses blockchains qui sont ultra capitalisées, qui sur un hack ou un problème de code ou un problème de management, en tout cas, ou enfin pour celles qui sont un peu plus centralisées,
on voit que ça peut très vite dévisser. Donc, il y a quand même, en termes de diversification, je peux voir les choses de deux manières. On va prendre un cas français, en plus, typiquement, The Sandbox est un cryptoactif qui permet de pouvoir s'exposer au metaverse d'une manière générale, etc. The Sandbox a été développé sur Ethereum, qui est même une autre blockchain sur laquelle on peut construire d'autres technologies. Donc en fait, c'est assez simple. Le fait de se dire que j'achète The Sandbox, je m'expose au succès simplement de The Sandbox. J'achète Ethereum, sur lequel a été développé The Sandbox, mais également pratiquement 3/4 des autres actifs numériques qui existent aujourd'hui, je vais être de facto diversifié sur l'ensemble des sous-secteurs liés à tout ça. Donc, il y a cette stratégie des smart contracts que moi j'apprécie beaucoup, puisqu'en achetant quelques actifs, 5-6, je vais être exposé au metaverse, au NFT, à la DeFi et à l'ensemble des sous-secteurs que je vais pouvoir retrouver, à l'immobilier aussi probablement, tokenisé, etc. Donc j'aime bien cet angle-là, quand on débute en tout cas et qu'on ne maîtrise pas encore tout, l'ensemble des tenants et aboutissants, c'est commencer avec des actifs qui sont dans le top 20, qui sont effectivement capitalisés, même si le potentiel de croissance est moins intéressant que ce qu'on pourrait avoir sur des actifs qui sont... C'est pas forcément très intuitif, parce que quelqu'un qui débute, il dit finalement je pourrais peut-être avoir plutôt intérêt à me choper une petite crypto quasiment inconnue qui coûte pas cher, à mettre très peu d'argent dessus en espérant que ça prenne l'ascenseur, et plutôt que d'aller... chez les grandes vedettes qui sont très connues et où il y a potentiellement moins de potentiel, où le ticket d'entrée est déjà un peu cher. Avec le recul, moi, de ce que je vois, c'est que ce qui est assez intéressant de faire, c'est de construire d'abord un portefeuille cœur, sur lequel on sait que d'ici 3-4 ans, les cryptos sur lesquels on investit existeront toujours. C'est simple, il suffit de regarder encore une fois ce qui s'est passé avant. Si j'ai investi en 2013, les gens peuvent dire « Waouh, le mec était précurseur, super, c'est un génie ». En fait, si on regarde le top 20 des actifs numériques de 2013, il n'y en a qu'un seul qui existe encore aujourd'hui, c'est Bitcoin. Donc si je suis trop tôt, je suis peut-être vraiment trop tôt pour le coup, et auquel cas je vais devoir faire des rotations dans mon portefeuille, en tout cas je vais devoir faire des arbitrages. Donc il y a plusieurs trains qui partent généralement en fonction des différentes innovations technologiques qui sont liées à la blockchain. 2013, 2017, à chaque bull run en fait, on a de nouveaux grosses performances, donc on peut diversifier un peu là-dessus effectivement. Allez, on passe à la question de Julie qui nous ramène un petit peu à une réalité plus connue. C'est la Banque Centrale Européenne qui réfléchit à mettre en place un euro numérique et elle se demande ce que signifie ce projet. Alors je pense pour les banques centrales, c'est une alternative au cash déjà, qui est très coûteux à gérer. Tout simplement, alors ma vision personnelle, c'est que quand on a toutes les banques centrales du monde qui commencent à réfléchir à une monnaie numérique, la Banque Centrale Européenne ne peut pas ne pas déjà y jeter un œil. Ils sont obligés de suivre un petit peu ce qui se passe à ce niveau-là. Il y a déjà eu des tests qui ont été faits. Je pense aussi qu'il y a également de quoi vouloir concurrencer Visa, Mastercard, en tout cas le monopole des moyens de paiement qui sont aujourd'hui plutôt chez les Américains et autres continents. Donc le but de cette monnaie numérique, c'est de pouvoir permettre tout simplement de détenir des euros qui seront détenus sur la blockchain, qui sont émis par une banque centrale. Et en fait, on n'ira pas tout simplement à la banque retirer son cash. On aura probablement... Alors aujourd'hui, ça reste assez vague, on n'a pas de connaissances sur le code. Ça pose d'ailleurs quelques soucis, puisqu'on ne connaît pas le niveau de pouvoir que pourra avoir la BCE sur les actifs numériques qui seront émis. Est-ce qu'ils peuvent les bloquer? Est-ce qu'ils peuvent les geler? Est-ce qu'ils peuvent les retirer? Tout ça, c'est des choses qu'il faudra regarder. Mais en tout cas, c'est plutôt une bonne nouvelle, selon moi, puisque ça montre l'intérêt d'une telle technologie au plus haut des gouvernements. Donc, plutôt positif, en tout cas, sur l'écosystème, on va dire. On reste sur cette question d'euro numérique parce qu'on a Vanessa qui complète un peu la question de Julie et qui se demande si la mise en place de cet euro numérique pourrait avoir un impact pour les particuliers et les investisseurs. Oui. Alors moi, j'en suis convaincu, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a une barrière à l'adoption qui est que si on veut investir dans les actifs numériques et qu'on n'y connaît rien, c'est assez compliqué. Il faut aller sur des plateformes, il faut les choisir, ensuite il faut envoyer des euros, il faut les changer contre des actifs, et puis bref, c'est quand même pas clair et c'est pas toujours évident, surtout quand on a l'habitude en France d'avoir des enveloppes fiscales assez simples, assurance vie, PEVAL, compte titre, etc., où tout est assez, fin de compte, assez linéaire et assez simple d'utilisation. Oui, puis on a une impression de sécurité, d'investir dans un monde connu, alors que là, on ne sait pas très bien. Aujourd'hui, du coup, c'est que avoir des euros numériques, va rapprocher, il n'y aura plus qu'un pas en fait entre cet euro numérique qui sera sur la blockchain et potentiellement acheter des cryptoactifs. Donc je pense un très bon point pour l'adoption. Du point de vue bancaire, mon ancien monde, du coup là d'où je viens, là c'est d'autres réactions plutôt puisque c'est plutôt une peur de la fuite des dépôts
qui est observé de la part des banques en se disant, bah oui, mais aujourd'hui, le cash et le liquide ne font pas partie effectivement de nos bilans. Si l'euro numérique prend plus d'ampleur, quid de nos capacités de prêter de l'argent, etc. Si on n'a plus ces euros dans nos bilans, et auquel cas, il y a eu, sur le dernier texte de la Commission européenne, quelques pare-feux qui sont émis par quelques députés sur le fait que probablement on serait limité dans l'utilisation de ces euros numériques au début. Alors, il parle d'un montant de 3 000 euros maximum. En Chine, le yuan numérique a une durée de péremption, c'est-à-dire que si vous n'utilisez pas vos yuans numériques pendant tant de mois ou tant de temps, ils sont détruits. Ça pousse effectivement la consommation et la circulation de la monnaie. Alors, la Chine fait de la Chine, hein, ça reste leur politique assez particulière. Ça passerait à mon avis pas en Europe, on n'aura pas de choses comme ça, mais en tout cas, on peut essayer de voir un petit peu à l'avance qu'il y aura donc de bonnes opportunités en tout cas. Question de Léon. Il n'est pas un grand fan des actifs numériques, il préfère lui les placements tangibles. Et il nous dit, les actifs numériques sont-ils un passage obligé pour diversifier son portefeuille? Pas du tout. Surtout, on n'investit jamais dans ce qu'on ne connaît pas et de ce qu'on ne maîtrise pas. On ne comprend pas. Et oui, si j'ai pas d'affinité avec l'actif, je ne vais surtout pas vouloir m'exposer à cet actif-là. Aujourd'hui, on peut s'exposer d'une manière générale à la blockchain ou aux actifs numériques également par des sociétés cotées. Donc, je ne vais pas avoir une sensibilité de 100% comme si j'investissais sur Bitcoin, mais je peux investir dans des sociétés d'infrastructure qui vont construire typiquement les serveurs et vraiment le matériel qui va servir à tout ça. Donc, vous avez Nvidia, AMD, bref, vous avez beaucoup de sociétés comme celle-ci. Vous pouvez également investir dans les sociétés cotées qui vont développer ce genre de produits en achetant Microsoft, en achetant Apple, en achetant aussi les grandes tech. Vous serez exposé également, d'une certaine manière, aux technologies liées à la blockchain. Mais vous pouvez également acheter des plateformes d'échange qui sont cotées au Nasdaq. Donc il y a d'autres moyens. Donc par les actions cotées. Ensuite, il y a toujours cette notion de tangibilité qui est assez aujourd'hui éparse, puisque les générations qui arrivent en dessous, elles, ont été habituées au tout numérique. Moi, je vois bien parce que j'ai fait la transition entre je préfère acheter mon album de CD, mon DVD ou ma musique, à il a fallu acheter du dématérialisé. Aujourd'hui, ça devient de plus en plus simple et assez logique de ne pas posséder en réel, en tout cas en physique, les supports actifs. Voilà. Donc je pense qu'il y a aussi un petit choc générationnel là-dessus et que les générations plus jeunes seront plus enclins à ne pas avoir de choses entre les mains quand on les achète. En revanche, effectivement, même si j'ai des bitcoins, je ne pourrais pas dormir dedans. Donc c'est important d'avoir un processus d'investissement qui soit normé, en commençant généralement par de l'assurance vie, PEA, compte titre, immobilier, pour ensuite aller sur ces postes. Oui, c'est ça, on ne dit pas qu'il faut non, surtout pas, non. transformer 100% de ses avoirs en numérique, en digital. Merci beaucoup d'être venu répondre à cette petite volée de questions liées aux cryptos. Enzo Allo, donc, et Crypto Patrimoine, qui répondait ce matin à toutes vos questions. Pour nous écrire, bfmpatrimoine@bfmbusiness.fr, c'est l'adresse, vous la connaissez. Et chaque jour, nos experts sont sur le pont pour vous répondre.